Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour cette nouvelle émission de la bande FM aux États-Unis. On est très content de vous avoir. Je sais qu'il y a beaucoup d'intérêt sur cette émission aujourd'hui parce qu'on a déjà eu beaucoup de questions, plus encore que d'habitude, tout simplement parce qu'un des sujets du jour, c'est évidemment cette décision qui a surpris certains, pas grand monde parce qu'on s'y attendait, mais néanmoins était une mauvaise nouvelle pour beaucoup de Français et d'étrangers qui font du business aux États-Unis. C'est cette décision de Donald Trump de suspendre jusqu'à la fin de l'année un grand nombre des visas de travail qui sont d'ordinaire attribués H1B, H2B, L, J1. Tout ça, on va en reparler très vite. Mais je voudrais d'abord vous dire celui qui vous présenter, celui qui sera l'invité principal de notre émission, c'est Pascal Cagny. Pascal Cagny, merci beaucoup d'être ici. Vous êtes un ambassadeur, vous avez le titre d'ambassadeur un peu particulier, c'est un ambassadeur thématique, comme on dit, au Quai d'Orsay. Vous êtes en charge finalement de l'attractivité des États-Unis, de la France, pardon, des investissements internationaux en France, et vous êtes avant tout le président de Business France. Donc ensemble, on parlera de tous ces sujets du rebond de ce qui va se passer dans les mois à venir, dans cette guerre économique aussi qui n'a pas cessé, que la Covid-19 n'a pas éliminé. On parlera de tout ça, mais avant, encore une fois, on va parler de ce sujet des visas qui vous intéresse tous parce qu'il vous concerne de très près. On a trois invités pour cela que je vais vous présenter très vite. Maître Florian Donny, qui est à Miami. Bonjour, merci d'être là. Maître Laurent Van der Weyt, qui est lui à Los Angeles. Merci beaucoup. Et puis Karine Lestel, qui est membre de la Chambre de commerce de New York et qui, elle aussi, est une spécialiste de ces questions. Nous allons parler de ces sujets-là avec, évidemment, comme d'habitude, Grégory Troyeux, qui est à Miami, et puis Alexis Buisson, qui est à New York, et qui vont tous les deux m'aider à poser des questions. Et puis surtout, comme c'est le but de cette émission, évidemment, m'aider à vous donner la parole. N'hésitez pas, vous êtes nombreux déjà à nous avoir rejoints sur le Zoom. Si vous nous suivez sur le Facebook Live, pour pouvoir prendre la parole en direct, c'est sur le Zoom qu'il faut venir. Il y a un lien quelque part. Et puis là, une fois que vous êtes là, eh bien, n'hésitez pas à lever la main, à poser vos questions. Je suis honnête dès maintenant, je sais qu'on n'arrivera pas à répondre à toutes ces questions, mais beaucoup se recoupent. On fera notre maximum pour cela. Tout de suite, pour poser un peu le paysage, si j'ose dire, je voudrais aller vers Laurent, par exemple, pour lui demander un peu de préciser quelle est l'étendue de cette décision de Donald Trump, qui a choqué beaucoup lundi soir, qui a même affolé beaucoup de Français parce que certains ont cru que leurs visas, les visas qu'ils avaient aujourd'hui, s'arrêteraient jusqu'à la fin de l'année et qu'il fallait qu'ils rentrent tout de suite. C'était évidemment pas le cas. On parle de nouveaux visas, mais plus que cela, on ne parle que des visas délivrés aux personnes qui ne sont pas actuellement sur le territoire américain. Pourquoi est-ce qu'il y a cette différence finalement, Laurent? La différence, elle est juridique dans la mesure où l'administration a légalement les visas, ce sont des privilèges et c'est l'exécutif qui en est principalement responsable et qui peut agir. Contrairement aux permis, aux visas qui peuvent être émis aux États-Unis, qui sont sujets à des règles, qui peuvent pas, à des lois, qui ne peuvent pas être dérogées par l'administration. On a vu dans le passé qu'il y avait eu ce qu'on appelle des executive orders, qui sont un peu l'équivalent d'ordonnances qu'on a en France. Mais tout de suite, on l'a tous vu, si on a suivi les nouvelles, c'était tout de suite attaqué devant les cours. Il y a eu des propositions de l'administration qui avaient été publiées plus d'1 an et demi, après à peu près 1 an et demi de cours, de contentieux avant de sortir. Donc, c'était beaucoup plus facile pour l'administration d'agir sur la délivrance des visas que d'agir à l'intérieur des États-Unis. Voilà. Alors, on parle là de visas, on a dit, visa H1B, qui sont des visas plutôt ce qu'on appelle les visas de tech, parce qu'ils sont souvent donnés à des gens qui ont des diplômes dans ce secteur-là. Et puis, au contraire, des visas H2B, qui eux sont plutôt des gens peu diplômés. Alors, même si le secteur de l'agriculture, qui est un gros consommateur de ces visas, lui, est exclu de cette suspension jusqu'à la fin de l'année. Il y a des J1, qui eux sont souvent ce qu'on appelle des visas stagiaires, mais qui sont aussi très utilisés par les écoles, par les établissements d'enseignement, et puis les visas L, pour en finir avec cette alphabet soupe, les visas L qui, eux, sont plutôt des visas qui sont des visas finalement de filiales, d'entreprises qui envoient des salariés
ici. Karine, en tant que représentante membre de la Chambre de commerce de New York, la Chambre de commerce est un gros pourvoyeur de visas J1 en tant qu'organisme sponsor. Il y a énormément de gens qui passent par la Chambre de commerce d'entreprises pour recruter des visas J1 qui sont, on l'a dit, des visas stagiaires, mais qui sont par exemple aussi des visas de VIE, volontaires internationaux en entreprise, qui sont un outil très utilisé, qui est subventionné par le gouvernement français et très utilisé par beaucoup d'entreprises. Dans quelle mesure ces entreprises françaises, ici aux États-Unis, vont ou risquent d'être affectées par une décision de cette nature? C'est évident que ça va leur nuire énormément. La bonne nouvelle, comme vous l'avez déjà dit, c'est que pour tous ceux qui sont déjà là, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y aura pas d'impact sur eux. Par contre, si la société peut faire venir un nouveau JE ou un nouveau J1 d'ici maintenant et la fin de l'année, sauf si on trouve une exception à ça, elles ne pourront pas les faire venir et ça nuira certainement aux sociétés. Alors, Florian Donny, vous êtes avocat à Miami, vous êtes spécialiste de ces questions d'immigration. Est-ce que depuis lundi, c'est la panique parmi vos clients, les entreprises? Comment les gens réagissent à cette décision? Je pense que c'est le cas, effectivement, c'est un peu la panique, mais ma consoeur, mon confrère pourra en témoigner. On a beaucoup de questions. Des questions sur évidemment les proclamations récentes, sur les gens bloqués. On a aussi beaucoup de questions de gens qui ne sont pas concernés ou qui sont concernés indirectement, c'est-à-dire des gens qui auraient d'autres types de visas autres que H, L ou J, qui se pensent concernés. On leur dit non, non, la proclamation ne s'applique pas à vous. Par contre, il faut bien se souvenir qu'on a une proclamation qui date de mars, le travel ban, qui peut les bloquer. Par contre, on a quand même les gens qui viennent de France avec des E, des J, des B, des P, des O, qui seraient bloqués parce qu'ils ils étaient sur l'espace Schengen étendu, dans les 14 jours qui précèdent leur demande d'admission aux États-Unis. Donc, il faut remettre, je pense, tout ça en place. Effectivement, on a beaucoup de gens concernés, à la fois par les nouvelles proclamations, mais aussi par les anciennes. Très bien. Alors, comme je vous le disais, hein, n'hésitez pas à lever la main si vous avez des questions. Je crois qu'Alexis a déjà une question, si j'ai bien compris. Alexis. Une question d'Edwige, en fait, Edwige Jambard, qui participe au Zoom et qui ne précise pas de quel visa il s'agit, mais elle se demande si, en cas de dépôt de nouveaux dossiers de visa, quels sont les délais à attendre pour la prise en charge du dossier par l'administration et quels sont les délais de traitement. Si Edwige peut peut-être préciser quel visa elle veut parler, ça peut être une information intéressante, mais de manière générale, est-ce qu'il faut s'attendre voilà, à plus de délais maintenant? Allez-y, Florian, oui. On le verra surtout quand les consulats auront rouvert. Le problème qui se pose à l'heure actuelle, c'est que la plupart des consulats américains sont fermés. Alors, pour parler de celui de Paris, par exemple, j'échangeais ce matin même avec eux sur une question particulière et ils me posaient une question sur un dossier pour lequel on a un rendez-vous prévu pour le milieu du mois prochain. Je leur disais, du coup, ça veut dire que c'est bon, le rendez-vous est maintenu. Ils m'indiquaient que malheureusement, à l'heure actuelle, tant que la proclamation est en cours, tous les rendez-vous sont annulés. Alors, je leur ai répondu, je leur ai dit, mais attendez, vous parlez de quelle proclamation? On parle de la dernière en date ou on parle de celle du travel ban qui bloque les gens qui viennent de l'espace Schengen? Ils ne m'ont pas répondu encore, donc je ne sais pas encore laquelle c'est, mais visiblement, d'après ce que je comprends, à confirmer, mais d'après ce que je comprends, le consulat des États-Unis à Paris ne fera pas d'entretien pour des visas tant que le travel ban, ce que je comprends être, le travel ban sera maintenu. Juste pour préciser, pour éviter que tout le monde se perde, ce qu'on appelle le travel ban, c'est le fait qu'aujourd'hui, les frontières américaines sont dans les faits fermées aux gens qui ont passé 15 jours en France, et ça veut, à l'exception de quelques-uns, et notamment à l'exception des citoyens américains, à l'exception des titulaires de carte verte et quelques autres exceptions, mais quelqu'un qui aurait un visa aujourd'hui, un visa valide, ne pourrait de toute façon pas rentrer sur le territoire américain tant que ce qu'on appelle, ce que vous avez appelé, Florian, ce travel ban, est en place. Donc, c'est vraiment deux choses différentes, mais qui, là, agissent de concert, finalement, pour empêcher, dans les faits, l'entrée sur le territoire. Correct. Emmanuel, si je peux ajouter quelque chose, c'était plus complètement vrai. Il y a des manières de venir. Si on vient de Schengen, aujourd'hui,
et ce que disait Florian il y a quelque temps, ce ban, mais il a changé le ban. Si vous regardez par exemple le Mexique, moi j'ai des confrères qui font ça maintenant, le Mexique, vous pouvez venir d'Europe, de Schengen au Mexique, il n'y a pas de quarantaine. Vous avez déjà eu un visa avant le 24 juin, et du Mexique, vous rentrez aux États-Unis. Le ban en ce moment entre le Mexique et les États-Unis, c'est si vous voulez passer la frontière à pied ou en voiture, mais pas par avion. Donc, ce que font certains de nos confrères, nous, on a un client là, qui va être un peu le cobaye du bureau, qui a décidé de le faire, il va rentrer aux États-Unis par le Mexique. Donc, c'est un peu plus compliqué. Là, on est tous d'accord, c'est qu'on ne peut pas faire Paris-Los Angeles ou Paris-Miami en ce moment, mais on peut passer. Et si vous regardez, il y a des sites qui sont extrêmement intéressants qui vous disent, parce que ça change tous les jours, qui vous disent au jour le jour quel pays est complètement fermé, quel pays est ouvert ou partiellement ouvert, et s'il y a des quarantaines. Donc, il y a une possibilité, mais c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué, c'est vrai. Alors, encore une fois, Ça si peut vous voulez changer. prendre la parole, n'hésitez pas à lever la main. Il y a un petit bouton qui dit Raise your hand ou levez la main si vous êtes en français. Et on vous donnera la parole. Je crois qu'on a Véronique qui avait une question. Véronique, est-ce que vous nous entendez? Véronique, il faut Oui. enlever. Voilà, allez-y. Oui, bonjour. Merci pour cette émission. J'avais une question. Moi, je suis aux États-Unis actuellement. J'ai un visa L1, ma famille un visa L2. Je dois changer de poste au niveau de la même entreprise, en fait. Et comme le job description, en fait, est lié à notre visa, il fallait que je fasse un amendement de la pétition du visa. C'est pas très clair pour moi si les amendements font partie de Executive Order ou c'est uniquement les nouveaux visas. C'est pas vraiment très clair. Qui veut répondre à ça? Laurent? Oui, c'est ce que disait avant. Tant que vous êtes aux États-Unis, vous avez un visa, vous n'êtes pas concerné. Hein, c'est ce qui avait été dit. Après, là, ce serait plutôt dans le détail. Faire un amendement sur un visa L1, faites attention, quoi, je veux dire. Mais ça n'a rien à voir avec les proclamations présidentielles. Ça, c'est du droit commun de l'immigration, je dirais. Mais D'accord, ok, merci. Si vous pouvez le faire, absolument. Ok, parce que mes avocats sont prudents et ils ne conseillent pas pour l'instant, effectivement. Ok, merci. Adeline, est-ce que vous nous entendez, Adeline? Oui, bonjour, vous m'entendez? Absolument, allez-y. Donc, moi, je suis également avocate d'immigration aux États-Unis et je voulais juste rajouter un petit point important. Moi, je suis, après Los Angeles, je suis maintenant établie à la frontière entre le Québec et Vermont. Hein, et il n'y a aucune personne qui rentre à la frontière, que ce soit du Mexique ou du Canada, vers les États-Unis. Si cette personne a passé les 14 derniers jours dans l'espace Schengen. Donc, effectivement, il y a des voies et on entend des possibilités de retour vers les États-Unis pour des gens qui détiennent des visas L, E et autres, seulement et si seulement ces personnes-là ont transité 14 jours avant une demande d'admission aux États-Unis, que ce soit par voie terrestre ou par voie par avion, dans un pays qui n'est pas soumis à la liste des pays de la déclaration Trump par rapport à la zone Schengen. Hein. Donc, les gens, effectivement, peuvent aller même j'ai entendu la Tunisie ou la Turquie. Donc, une personne qui arrivera à obtenir un Français qui détient un visa E et qui souhaite aller dans un autre pays qui n'est pas listé dans la liste des pays soumis à cette proclamation de Trump, la première, celle qui bat l'entrée des gens qui ont passé 14 jours dans l'espace Schengen, on peut effectivement aller passer 14 jours dans un autre pays et là, après, revenir vers les États-Unis. Après, ça se fait au compte-gouttes et il n'y a aucune garantie. Oui, c'est ça. Ça reste du bricolage d'une certaine manière. De manière générale, les gens sont bloqués et après, ce qu'il faut peut-être parler un peu, et je ne sais pas si les gens en ont parlé, mais il y a quand même des possibilités de faire entrer les gens qui ont des visas E et des visas L sous une exception qui existe, qui est le National Interest. Karine, vous vouliez prendre la parole. Je voulais juste faire un petit point, c'est que si on lit la proclamation, elle dit que elle s'applique aux gens qui sont en dehors des États-Unis et n'ont pas un visa valable pour les États-Unis. Alors, il y a une possibilité que, mettons, pour un visa J1, que quelqu'un veuille faire une nouvelle demande de visa J1 et en dehors des États-Unis,
mais que cette personne ait eu un visa de visiteur B1, B2 qui est encore valable dans son passeport, il y a un argument à faire que cette personne n'est pas sujette à la proclamation. Et il y a encore beaucoup de choses qu'on ne sait pas, étant donné que c'est tout nouveau, mais c'est un point intéressant qui pourrait ouvrir les possibilités. Très bien. Alors, mon écran s'allume comme un compte Twitter de Donald Trump une soirée à la Maison-Blanche. Beaucoup de demandes. Jean Sourbet. Jean, est-ce que vous nous entendez? Oui, je vous entends. Bonjour. Allez-y. Merci. Merci en tous les cas pour ce webinaire. J'avais une question en fait tout simplement parce que moi et ma compagne, on est vraiment au milieu d'une transition. On est sous J1 et J2, moi naturellement, et avec les 3 ans plus 2 ans. Et nous venons de terminer les 3 ans. On termine les 3 ans au 31 juillet. Nous avons déjà notre DS 2019 signé donc, par le sponsor. Par contre, nous n'avons pas de date pour rentrer en France dû au travel ban et aussi dû à l'ambassade étant fermée. Parce qu'on nous re-signe pour 2 ans en tant que J1. Et donc, voilà, je voulais savoir, en fait, si on était concerné, est-ce que du coup, ça faisait, comme nous avons juste le DS 2019, mais nous n'avons pas le tampon de l'ambassade, est-ce que nous sommes concernés par ce document voilà. Jean, je peux vous demander dans quel secteur vous travaillez? Professeur dans un lycée. C'est ça. Et on l'a dit au début, mais il y a énormément de… Parce qu'on désigne souvent J1 comme étant un visa de stagiaire, mais c'est beaucoup plus que ça. Il y a énormément de professeurs, notamment de lycées français, mais aussi d'écoles publiques et à programme français, etc., qui sont concernés et qui sont très, très embêtés par cette décision parce qu'elles se retrouvent sans prof pour la rentrée. Et là, vous êtes actuellement aux États-Unis ou en France? Oui, on n'a pas bougé depuis le début, on est toujours aux États-Unis. Est-ce que l'un d'entre vous veut répondre, Florian, Laurent? Florian, allez-y. Première chose, effectivement, il faut bien vérifier dans quelle catégorie vous êtes parce que toutes les catégories de J1 ne sont pas forcément concernées. De tête, je ne l'ai pas devant les yeux, mais on avait au pair, camp counselor, intern, trainee. C'est un trainee, dans mes souvenirs. Alors, teachers sont concernés, ce qu'ils appellent les professeurs ne sont pas concernés. Donc, ça sera la première chose à vérifier. Après, si vous êtes aux États-Unis, voyez avec votre sponsor dans quelle mesure la prolongation, l'extension peut être faite aux États-Unis sans avoir à sortir. Et quand bien même vous seriez éligible, vous auriez le droit d'aller chercher un visa à l'étranger et de revenir par la suite. Encore une fois, le consulat est fermé. Donc, même si vous êtes éligible à l'heure actuelle, si vous sortez, pas de visa disponible, le consulat est fermé. Oui, d'accord. Donc, c'est surtout la question de savoir qu'est-ce qui se passe. Pour l'instant, les avocats du lycée sont en train de travailler sur le dossier, mais c'est vrai que c'est un petit peu complexe et du coup, on ne sait pas après le 31 juillet si on n'a pas de réponse, on ne peut pas rester illégalement du coup sur le territoire. Voilà. Je pense qu'on verra au jour le jour. Il y a beaucoup d'incertitudes à l'heure actuelle. Dans votre situation, dans beaucoup d'autres situations, il y a des incertitudes parce qu'on ne sait pas quand est-ce que le travel ban pourrait être levé. Il y a certainement du contentieux par rapport aux dernières proclamations. Je ne suis pas sûr que ça aille bien loin, mais il va y avoir du contentieux. Il y a beaucoup d'incertitudes. C'est très, très dur de déterminer quelle est la marche à suivre. OK, merci. On va passer à Samuel. Alors, je vais vous demander à tous, pour essayer de donner la parole au maximum de gens, de poser des questions aussi courtes que possible, même si je sais que c'est toujours des questions individuelles avec beaucoup de détails. Mais allez-y, Samuel. Bonjour, j'espère que vous m'entendez bien. Ma question est simple. Je viens de me marier récemment. Ma femme est de retour en Europe pour demander un visa L2. Moi, je suis aux États-Unis avec un visa L1 qui est toujours valide. Ma question, j'ai bien compris que les ambassades étaient fermées, mais est-ce que lorsqu'ils vont rouvrir, si c'est une fois à la fin du travel ban, est-ce qu'elle pourra faire la demande du visa L2 étant donné que moi, je suis avec un visa L1 toujours valide? Voilà. Alors, comme on a été dit plusieurs fois, non, elle ne va pas pouvoir revenir, même si elle a un visa, elle n'est pas dans les personnes exemptes du ban. C'est le gros problème. Et si elle obtient son visa, si les consulats rouvrent, elle obtient un visa, comme ça a été mentionné avant par la personne, qu'elle aille soit au Mexique, c'est vrai que la Tunisie en ce moment est ouverte, et essayer de revenir par là. Mais
ça va être compliqué pour elle. Non, mais le ban, il ne va pas durer éternellement parce que le ban, c'est au niveau du Covid, alors que l'order, c'est au niveau des visas. Donc, s'il réouvre les frontières au niveau des gens qui étaient en Europe, est-ce qu'elle peut toujours faire la demande de visa, en fait? C'est ça la question. Ben, c'est ce qui est compliqué, c'est ce que dit Florian, c'est que les pays marchent sur réciprocité, si vous voulez, l'ouverture des frontières. Et comme ça a été dit, je vois pas, on voit difficilement comment un consulat pourrait rouvrir, un consulat américain pourrait ouvrir, délivrer des visas si les frontières sont fermées. C'est ça qui rend les choses, ça a été dit à plusieurs occasions, une très grosse incertitude. C'est ça le problème. Et ça change beaucoup. Voilà, c'est difficile de vous répondre avec certitude aujourd'hui. D'accord. Bon, ben merci. Ouais. Si Merci je peux me permettre. Oui, allez-y. Oui, c'est Adeline. Si la question est effectivement si cette personne-là, si votre épouse va pouvoir revenir avec un L2 une fois que le travel ban est lifté par rapport à la nouvelle proclamation de Trump, en principe, le visa L2 de votre, enfin, le statut L2 de votre épouse est lié à votre visa L1. Donc, si vous avez un visa L1, je pense qu'il y a quand même un bon argument pour que votre épouse puisse rentrer avec un L2 aux États-Unis une fois que le travel ban est lifté, une fois que la proclamation, car cette proclamation, à mes yeux, ne s'applique aux demandeurs initiaux de visa L1 et aux familles et membres accompagnants. En l'occurrence, vous, si vous avez déjà un visa L1 dans votre passeport qui demeure valide, le fait que vous soyez marié, vous devriez pouvoir faire venir votre épouse lorsque, encore une fois, les ambassades et consulats réouvrent et permettent aux époux de revenir aux États-Unis. Merci Adeline. Audrey, vous nous entendez? Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui, absolument. Quelle est votre question, Audrey? Alors, ma question, c'est en fait, avec mon mari, nous avons tous les deux un visa L1 et en fait, dans l'executive order, je trouvais que ce n'était pas forcément très clair sur le fait de, si on est actuellement sur le sol américain, si, en dehors de travel ban, etc., si nous quittons le sol américain, nous pouvons quand même revenir après sans aucun problème, puisque notre visa est valide, tamponné depuis déjà un moment, etc. Oui, Laurent, allez-y, Laurent. Mais, si je suis clair, le ban ne s'applique pas aux gens qui ont eu un visa de non-immigrants qui avait été émis avant le 24 juin. Donc, mais comme ça a été dit, après, vous allez. Alors, donc, vous pouvez revenir. Le problème, c'est que ça dépend où est-ce que vous allez. Aujourd'hui, si vous allez en France avec votre visa, bah, vous n'allez pas pouvoir revenir. Il va falloir oui, faire bien sûr. plastique. En gros, c'est ça, si vous voulez. Donc, et comme on disait, il y a différents bans, il y a eu différentes proclamations et la complexité et la confusion vient que ça se croise, si vous voulez. Donc, il faut bien faire attention avant de partir, de voir si vous remplissez bien toutes les exceptions des différentes proclamations. D'accord. Oui, comme vous dites, c'était une de nos possibilités si on rentrait effectivement de passer 14 jours au Canada ou au Mexique pour pouvoir essayer de repasser la frontière derrière. Mais c'était qu'on n'était même pas sûr qu'avec un visa valide, on puisse re-rentrer aux États-Unis en fait. Oui, pas de problème. Merci. Merci. Est-ce que François nous entend? Très bien. Est-ce que vous m'entendez? Allez-y. Vous nous appelez d'où, François? De Philadelphie. Bonjour tout le monde. Merci pour le webinaire. Ma question, c'est que ma famille et moi avons un visa L1 et L2 qui arrive à expiration le 31 juillet. Donc, nous avions prévu d'aller en France pour le renouveler. La question, c'est est-ce qu'on peut renouveler le visa en France? Donc, ce n'est pas un nouveau visa, c'est un renouvellement. Est-ce qu'on peut le faire aux États-Unis aussi? Est-ce que lequel de trois répond? Un visa, je peux peut-être commencer, mais un visa, ce qu'on appelle le visa, c'est en quelque sorte l'autocollant qu'il y a dans le passeport. Ces visas, donc ces autocollants, sont émis par les postes consulaires à l'étranger. Il y avait des possibilités, ça doit être encore le cas avec certaines exceptions, de le faire par mail-in. Ça a été retiré principalement par l'administration Trump, mais la plupart du temps, quand on veut avoir un nouveau visa, il faut sortir, aller dans un poste consulaire et revenir dans la plupart des cas. Ce n'est pas à confondre avec donc, le statut que vous avez quand vous êtes sur le territoire américain et que vous pouvez la plupart du temps, encore une fois, il faut vérifier votre situation, mais qu'on peut généralement étendre en restant sur le territoire américain. Les deux sont à voir. Après, si on parle vraiment du visa en lui-même, très vraisemblablement, il faudra sortir.
D'accord. Et franchement, David, merci François. David, est-ce que vous nous entendez? Oui, je vous entends très bien. Allez-y. Alors, d'où nous appelez-vous, David? De Détroit. Très bien. Voilà. Quelle est votre... Alors, ma question, elle est un peu similaire à la question précédente, mais moi, j'ai un employé qui est aux États-Unis avec un visa L1 qui a déjà expiré depuis une semaine. Donc, il a son protocole qui est en cours, son dossier est en cours, mais on n'a aucune nouvelle. Et d'après les avocats, tout peut se faire des États-Unis, alors que j'ai recroisé avec des L1 qui sont sur Détroit. Eux, à chaque fois, ils ont été obligés de rentrer en France pour faire le renouvellement, pour avoir le nouveau, la prolongation du visa. Donc, c'est un peu confus pour moi. Pourquoi certains peuvent le faire aux États-Unis, pourquoi d'autres sont obligés de revenir? Karine a levé la main. Je veux bien répondre. Un petit peu pour faire suite à ce qu'expliquait Florian, il faut vous dire, et c'est un petit peu contraire à ce qu'on pourrait penser, mais on peut être aussi aux États-Unis de façon complètement légale avec le visa dans le passeport qui est périmé. Le visa, il a seulement besoin d'être valable quand vous cherchez à entrer sur le territoire américain. Donc, comme l'a expliqué Florian il y a quelques minutes, vous pouvez à 100% renouveler votre statut aux États-Unis et être ici de façon légale avec un visa périmé. Et l'autre chose, vous avez dit que vous n'avez pas de nouvelles du service d'immigration. Quand vous soumettez votre dossier, ça donne une prolongation automatique de travail pendant 4 ou 6 mois, je me souviens plus. Donc, vous ne devriez pas avoir de soucis immédiats à ce niveau-là. On a eu un accusé-réception, mais on n'a pas, on n'a pas de nouvelles. On a eu un accusé-réception, ils ont bien reçu le dossier. Donc là, vous dites que mon employé, il est tranquille pendant 4 mois à peu près. Et dernier point, là, pendant un moment, ce que vous pouvez peut-être envisager, c'est de convertir à ce qu'on appelle premium processing. Pendant plusieurs mois, le service d'immigration avait suspendu, on n'avait pas le droit de le faire, mais à partir de cette semaine, ils ont repris. Donc, vous pouvez soumettre une demande en payant des frais administratifs supplémentaires pour convertir votre dossier et obtenir une réponse en 15 jours au lieu d'éventuellement 4 à 6 mois. D'accord. Et il pourra tout faire des États-Unis sans rentrer en France alors? Oui, sauf le visa lui-même qui, à nouveau, je repasse avec Florian, le visa lui-même, ça, il faudra qu'il le fasse en dehors des États-Unis la prochaine fois qu'il quitte le territoire américain. Mais ça peut se faire n'importe quand. Oui. Merci, Lévi. On va passer à la prochaine question. Ignace, est-ce que vous nous entendez? Oui, bonjour. Bonjour, vous nous appelez d'où? Là, je vous appelle de Upstate New York. Parfait, allez-y. J'avais une question parce que nous avons prévu de rentrer en France en août avec ma femme et ma fille. Ma fille est citoyenne américaine. Est-ce qu'on aura le droit de revenir aux États-Unis début septembre? Nous sommes sous un visa L1 et L2. Je la prends parce que c'est une question qui est facile, pas de problème. Parce que vous êtes le parent d'un citoyen américain mineur, donc vous pouvez revenir. Voilà. Je prends les questions faciles. Merci beaucoup. Et voilà. Alors, on va achever maintenant cette première partie. On va juste prendre encore une question qui était Thomas qui avait levé la main depuis un moment. Thomas, on vous écoute. Oui, bonjour, vous m'entendez bien? Absolument. Alors, moi, je suis compositeur et j'ai eu mon visa d'artiste qui a été validé en janvier et je devais avoir un rendez-vous en février et je devais avoir rendez-vous à l'ambassade en mars. Il m'avait programmé mon rendez-vous à l'ambassade et le rendez-vous à l'ambassade, en fait, a été annulé à cause du coronavirus parce qu'ils ont tout fermé. Et donc, je me demandais, est-ce qu'il y a quand même, quand est-ce que je pourrais avoir ce rendez-vous à l'ambassade et est-ce que il y a une chance que les visas, quand est-ce que vous pensez que les visas O1 auront accès de nouveau aux États-Unis? Donc, quand puis-je espérer rentrer aux États-Unis? Et dernière question, est-ce que vous pensez que comme le visa commençait en janvier 2020, est-ce que vous pensez qu'ils vont me donner un an de plus à cause du coronavirus? Parce que du coup, j'aurais perdu un an au moins. Voilà. Super. Bon, enfin, Florent, jumper. Non, vas-y, Laurent. Ça, ils ne vont pas vous donner un an supplémentaire. Enfin, je veux dire, je n'ai jamais vu ça. Donc, ça m'étonnerait. Je sais que l'immigration a été extrêmement souple avec le Covid au niveau des extensions, etc. Mais là, ça m'étonnerait.
Mais de toute façon, les hauts visas ne sont pas interdits, ne sont pas sujets à interdiction de venir. Hein. Ce qu'il faut, et encore une fois, ça revient à ce qu'on a dit avant, si vous allez en Europe, d'abord, les consulats sont fermés. Et si vous êtes en Europe, eh ben, ce n'est plus une histoire de consulat, mais là, c'est une histoire de pouvoir revenir aux États-Unis. Et comme ça a été dit avant, il faudrait que vous passiez par un pays tiers, genre Mexique, etc., pour pouvoir rentrer. Voilà. Mais oui, mais l'ambassade, je suis en France en fait, non, parce que je suis. D'accord. Je suis en France. Donc l'ambassade américaine en France a refusé mon rendez-vous. Absolument. Voilà. Et comme ça a été dit au début de cette émission, des rendez-vous qui avaient été pris en mars, avril ont été repoussés. Et on est tous en train de regarder avec les consulats, est-ce que les rendez-vous de juillet vont tenir ou pas. Voilà. Donc vous êtes un petit peu ce qu'il faut, c'est vraiment vous tenir à votre avocat au courant de quand est-ce que ça va réouvrir. Et donc vous dites que les visas O1 ne sont pas exclus, c'est ça, en décembre, je peux espérer être de retour en décembre aux États-Unis, en fait. Actuellement, les visas O ne sont pas soumis à cette interdiction. D'accord. D'accord. Ben, je vous remercie. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir participé à cette première partie. Merci à Laurent Van der Weyck, merci à Florian Denis, merci à Karine Lestel. Restez avec nous, évidemment, pour la suite de cette émission. Et je voudrais tout de suite m'adresser à Pascal Cagny, qui est notre invité pour le reste de l'émission. Merci, monsieur l'ambassadeur, puisque vous êtes un ambassadeur thématique, comme on dit au Quai d'Orsay, encore une fois, chargé des investissements internationaux en France. Ceux qui suivent les affaires, le monde des affaires transatlantiques savent que vous avez dirigé Apple Europe, Moyen-Orient, Inde, Afrique, rien que ça, entre 2000 et 2012. Et donc, vous êtes maintenant au sein du gouvernement, vous êtes en charge de cette question des investissements internationaux. Vous êtes le président de Business France. Alors, tout de suite, pour commencer, Pascal, vous avez entendu la conversation qu'on vient d'avoir sur les visas, beaucoup de questions, beaucoup d'inquiétudes de Français qui travaillent ici. Est-ce que cette question, cette action américaine unilatérale contre les visas va se traduire du côté opposé, français ou européen, par des réactions, des répercussions, des rétorsions d'une manière ou d'une autre? Autrement dit, puisque quand on parle de visas et de visas de travail, très souvent, on parle de réciprocité. Est-ce qu'il y a des plans en France pour, de la même manière, suspendre des visas ou interdire aux Américains de venir travailler en France? Il faut mettre votre micro, Pascal. Il faut mettre votre micro. Oui. Voilà, ça va bien marcher. Nous allons avoir une petite demi-heure pour parler de l'attractivité. Et je crois que le cœur de cette attractivité, c'est effectivement ce qu'on appelle en fait la recherche des talents. Et donc, le sujet qui a été le vôtre et qui semble intéresser la communauté naturellement française est au cœur de cette nouvelle bataille dans laquelle on est. Donc, aujourd'hui, il n'y a pas de répression ou quelque réactivité qui est proposée en face de cette mesure. Mais s'il y a une seule chose que je veux vous dire, c'est qu'on a envie de dire merci, Mr. Trump, envoyez-nous vos migrants chez nous, on va les recevoir. Et ça me donne d'ailleurs une bonne transition pour vous expliquer que lorsqu'on parle de ce qu'on appelle le carré magique de l'attractivité, voilà maintenant 2 ou 3 ans que je prêche la belle parole pour pouvoir aider les équipes qui sont ici représentées par Patrick Imbert, patron de l'Invest aux États-Unis, et Salim Safi, patron sur la côte Est de l'Invest, qui sont avec moi dans cet événement. Eh bien, notre propos à nous, c'est de dire venez chez nous, le pays est ouvert. Mieux encore, le Premier ministre a non seulement dit qu'on avait d'aujourd'hui plus de 250 000 étudiants, mais a suggéré qu'on passe à 500 000 étudiants. On a, vous le savez peut-être, vous en avez déjà parlé, le French Tech Passport. Et on fait tout ce qu'il faut pour attirer les talents, que ce soit les fameux C-level, donc les exécutives, ou les entrepreneurs. Donc, quelque part, la stratégie du pays a été diamétralement opposée à celle de l'administration Trump. Et je dois vous avouer, moi qui ai passé beaucoup de temps entre l'Europe, la France et la Californie, j'ai vu, de mes yeux vus, comment la Californie s'est développée sur ces 20 dernières années, 30 dernières années, avec le potentiel immigrant. Vous savez que le chiffre qu'on donne toujours, c'est que plus de 2 tiers
des unicornes de la vallée l'ont été créés par des non-américains. Et donc, nous, on pense que c'est une richesse. Et donc, la logique de pouvoir dire aux gens qu'ils sont bienvenus est forte. Donc, utilisons ce moment d'histoire et puis corroborons cela avec le fait, et c'est ce pourquoi je suis là avec vous ce soir, qu'il faut que vous tous qui m'entendez ce soir, vous puissiez prêcher la bonne parole, qui est le pays en France est aujourd'hui le pays le plus attractif pour les investissements étrangers. Ce n'est pas la propagande gouvernementale qui vous le dit, c'est EY d'un côté avec un classement qu'ils ont annoncé le 28 mai, c'est Ati Kearney qui continue à nous dire qu'on est le 5e pays le plus attractif. Ce sont des chiffres concrets, 1468 projets qui sont arrivés sur le territoire national en 2019. Et je crois que la seule question, et là où je serais très heureux de prendre quelques questions, c'est comment on va en fait accélérer ce leadership et pourquoi on va encore être là dans une année sur cette position de numéro 1. Alors, Pascal Cagnier, est-ce que ce n'est pas un peu monde d'avant, si j'ose dire, cette manière de voir les choses et de compétitivité internationale où pendant 30 ans, pendant 40 ans, on s'est battu à coup d'incentives, à coup de taxes, à coup voilà, pour essayer d'attirer les investissements. Et là, on a bien vu le discours qui montait avant la Covid, mais qui a été très fort pendant. C'est la question de savoir s'il n'y a pas une remise en cause de la mondialisation, des gens qui sont choqués qu'on n'était pas capable de fabriquer des masques ou autres en France, etc., de manière très anecdotique. Mais au-delà de ça, une vraie remise en cause de la mondialisation. Est-ce que finalement ce jeu que vous décrivez de Business France, qui est d'essayer d'attirer les investisseurs en France plutôt que de les voir s'en aller au UK, en Irlande, en Allemagne, etc., n'est pas un peu un jeu du monde d'avant finalement? Et moi, je suis en fait extrêmement convaincu que la globalisation n'est pas finie. Elle va avoir changé, mais profondément, je pense que ce qui est obsolète, c'est de penser comme à chaque crise que c'est la fin du monde et que tout sera remis en cause. C'est incroyable combien les choses vont rester les mêmes. Et au contraire, pour les mêmes raisons que vous évoquiez, parce qu'il va y avoir un champ concurrentiel plus fort, une baisse incontestable qui n'est pas nouvelle et qui va peut-être s'accélérer avec le Covid, mais qui a une baisse de ce qu'on appelle les investissements, enfin les investissements directs étrangers, elle ne date pas d'aujourd'hui. Il y a eu déjà une restriction très forte sur les investissements des Chinois il y a maintenant 3 ou 4 ans, qui a marqué un coup d'arrêt très fort. Donc, je pense que c'est totalement, ou plus que jamais, légitime que d'aller expliquer une chose, parce que qu'est-ce que fait la France? À la différence de ce que vous dites, la France ne fait pas de discount. La France n'a fait qu'une seule chose. Elle a cristallisé ses actifs que vous tous, vous connaissiez, comme moi qui ai vécu plus de 15 ans à l'étranger, on apprécie mieux les qualités de notre pays en étant à l'étranger. La France a des actifs incroyables qui ont été gâchés par des différentes politiques et par une habilité rare à ne pas marketer ses savoir-faire. Aujourd'hui, ce pays est capable de démontrer en 2019 qu'après 2 ou 3 années de réformes fortes sur la flexibilité du travail, sur la baisse des impôts, sur une vraie résistance en face de mouvements sociaux importants, sinon légitimes, que sont les gilets jaunes ou la bataille sur la réforme des pensions, eh bien, il est capable d'encore attirer plus d'investisseurs en 2019 qu'il ne faisait en 2018 et en 2017. Et aujourd'hui, ce pays est plébiscité par les investisseurs américains que vous comprenez, puisque 27% de l'ensemble des investissements en matière d'industrie sont le fait des investissements américains. Mais encore 25% des investissements en matière de recherche et développement sont le fait des investisseurs américains. Et au global, une fois qu'on enlève près de 64% des investissements qui sont faits sur le territoire national, on parle de 1468 projets qui sont faits par les Européens, les États-Unis sont le numéro 1 en termes d'investissement. Tout ça pour vous dire qu'en gros, le besoin pour vous tous et la communauté française à l'étranger et aux États-Unis que vous représentez, d'être certains des actifs que l'on a à faire valoir et de passer la bonne parole est essentiel. Et juste pour continuer et peut-être conclure, rappelez-vous que ce qui est en jeu, nous avons en France près de 2 millions d'emplois par des investissements étrangers et nous avons plus de 20% de notre effort de R&D, 30% des exploitations qui sont faites par les entreprises étrangères. Donc, c'est extrêmement important.
La France est aussi un employeur aux États-Unis. Enfin, les entreprises françaises sont aussi un important employeur aux États-Unis. Donc, c'est l'autre aspect de la compétitivité française, celle des entreprises françaises à l'étranger et pour ce qui nous concerne aux États-Unis. Il y a évidemment en ce moment une tonalité, un ton qui est particulièrement guerrier, j'allais dire, à la Maison-Blanche, dans l'administration américaine. Cette compétition très féroce, cette façon de présenter les choses, non pas en termes de collaboration, mais vraiment en termes d'affrontement, avec l'idée que l'Europe est finalement redevenue ou devenue un ennemi de l'Amérique d'un point de vue, en tout cas, du trade et du commerce international. Ça, c'est un obstacle pour les ambitions françaises en ce moment. Comment vous voyez les choses? Je pense simplement à un changement de contexte. On aime bien la bagarre, les petits Frenchies, donc je pense qu'il va seulement y aller. On a des réformes, on a des atouts à faire valoir. On a une French Tech qui explose et qui est reconnue. Je vous rappelle simplement quelques chiffres. On est passé de 2,5 milliards à 5 milliards d'euros déployés ici. On commence à créer des unicorns un petit peu plus en retard des Anglais, mais on commence à bien le faire. Mieux encore, nos talents, qui sont ceux qui sont ici autour de la table ce soir, sont extrêmement prisés. Donc, je pense que le contexte est différent et on va simplement aller au front. Cette histoire de guerre entre États-Unis et Europe, je pense que c'est un vieux loup de mer qui traîne depuis très longtemps. La réalité des choses, c'est qu'on est constamment en compétition. Donc, les faits, et ceux-là, ils ne mentent pas. Les faits, c'est qu'aujourd'hui, quand vous êtes dans un conseil d'administration et que vous êtes aux États-Unis et vous posez la question de savoir comment je veux aller sur un marché de 500 millions d'âmes qui reste, je vous le rappelle, le marché le plus important du monde, eh bien, vous votez avec vos pieds et votre carnet à chèques pour venir en France. La France, par rapport aux 27 plus 1 pays de l'Europe, prend 1/5 des investissements industriels, 1/5 des investissements de recherche et développement et 1/5 des investissements de logistique. Et donc, on passe du numéro 4, 5 au numéro 1. Et donc, il faut peut-être qu'on reconnaisse tous ensemble, plutôt que l'autofocalisation française, qu'on a fait quelque chose de plutôt intéressant dans les 3 années passées et que dans un contexte différent, on a des attributs à faire valoir. Et que c'est important parce que, comme je vous l'ai dit, 30% des exportations, 20% de notre recherche et développement, 10% de nos emplois sont liés à ça. Et là, il faut qu'on parle quand même du Covid, Emmanuel. La question, c'est de savoir, c'est ça le vrai monde d'après. C'est en fonction des réponses de chacun des États par rapport au Covid, est-ce que la mariée va être aussi belle dès le mois de septembre 2020 et peut-être c'est ce dont on pourrait parler ensemble si vous le souhaitez. Alors, oui, on va y venir parce que c'est évidemment la question de l'après, c'est à quelle vitesse et quels sont les moyens que les États peuvent mettre en branle pour rebondir. Et on a bien vu les limites de la capacité d'action de l'État américain avec les choses qui ont été mises en place, qui ont consisté, on l'a appris aujourd'hui, à envoyer près d'1 milliard de dollars à des gens qui sont morts pour essayer pour faire les fameux chèques parce que l'administration n'avait pas forcément les moyens qu'une administration française ou européenne peut avoir. Et de ce point de vue-là, l'infrastructure française, qui est souvent vue comme un frein à l'initiative, en tout cas vue des États-Unis, y compris parmi les entrepreneurs français aux États-Unis, vous la voyez, vous, plutôt comme un facteur positif dans cette compétitivité, sachant que ça va aussi de pair avec un discours qui n'est pas forcément favorable à l'entrepreneuriat. Et on l'a vu avec, au début de la semaine, en France, les annonces de la fameuse convention sur le climat, avec des choses qui peuvent être de nature à faire peur à certains entrepreneurs quand on explique qu'on veut interdire la vente de certains types de véhicules dans quelques années, à très court terme, ce genre de choses. Il y a toujours cette ambivalence française-là avec laquelle vous avez à jouer de votre côté. Vous faites bien noter et vous comprenez, vous parlez à quelqu'un qui a passé 30 ans de sa vie à partager entre l'Europe et la Californie, mais moi j'assume totalement ce qu'est notre pays. C'est un pays avec des différences, mais comme vous, je vois ses qualités. Alors pour répondre aux questions, laissez-moi un petit peu vous donner une forme de grille de lecture de ce qui s'est passé. Et vous savez, j'ai eu l'habitude, en ayant vécu les French fries, le French bashing, en étant en première ligne, puisque patron d'une grande partie du business de Apple, d'adresser les questions de mes amis et pairs américains. C'est très simple. En gros, ce qui est en cause, c'est la réaction de l'État français, qui est souvent vu, et je pense qu'il faut encore le réformer, mais vraiment, je le crois plus que jamais, maintenant que je le touche de près en étant
président non exécutif d'un MNEPIC. Je pense qu'il faut qu'on continue à réformer l'État français. Mais là, au moment de cette crise, il faut bien savoir qu'il y a une sorte de comeback de l'État français et que ça sert, et que la centralisation a du bon, et qu'avoir un réseau de banques de qualité est aussi essentiel. Même si quelquefois, quand vous êtes entrepreneur, vous allez pouvoir débattre de l'agilité de soit l'État, soit des banques. Pourquoi ça sert? Parce qu'en gros, on a eu affaire à un carré, une fois encore, simple. Première idée, adresser la crise sanitaire. Je ne vais pas vous parler des questions du début parce que, quels que soient les États, il y a eu des vraies questions. On était face à un phénomène rare, unique, mais aujourd'hui, l'histoire sera extrêmement clémente à l'égard des Français et de l'administration du président Macron pour une raison simple. C'est que le nombre de morts par population, la gestion in fine de cette crise, montrera que nous avons privilégié les vies par rapport à notre pays. Donc ça, c'est la première chose. Je ne veux pas rentrer dans le détail, mais il devient maintenant clair que le confinement massif, annoncé à partir du 16 mars, si je me trompe, avec des phases en 2 temps du déconfinement, a fait son job, c'est-à-dire sauver les vies. On a ensuite un État protecteur, puisque je rappelle quand même que c'est le grand propos, qui a réussi à faire en sorte qu'on a sauvé des jobs. Sur les jobs, il est intéressant de voir qu'aux États-Unis, vous êtes maintenant à 13-14% de taux de non-emploi. Là où nous ne sommes pas encore, ou du moins on va naviguer dans les mêmes eaux. Et Dieu sait si pendant 20 ans, on a montré les 10% du taux de chômage français. Et là, on a mis près de 13,8 millions de personnes au chômage partiel, 84% du salaire. On a réussi sans doute à éviter des faillites. Et puis le corollaire de ça, c'est quoi, Emmanuel? C'est qu'en fait, le taux d'épargne des Français a explosé. En moins de 3 mois, on a plus épargné qu'en une année entière. Et donc, le pari qu'il faut faire, c'est que puisqu'on a sauvé des jobs, aujourd'hui, avec les mesures du gouvernement français qui ont montré que de manière plus sélective, on va les faire durer sur 2 ans, pour que ce ne soit pas simplement un cataplasme, mais quelque chose de fondamental face à une crise extrêmement violente, eh bien, on a fait en sorte qu'on puisse avoir plus de pouvoir d'achat. Le troisième thème, c'était adresser la liquidité des entreprises. Là encore, la beauté d'avoir un État centralisé qui a un opérateur, que ce soit avec la BPI ou avec Business France, pour adresser ces questions-là, et un réseau bancaire. On a mis sur plus de 500 000 entreprises françaises, plus de 100 milliards de prêts garantis de l'État. On a repoussé le problème, mais on a permis la survie au moment où je vous parle. Et puis, la grande question que tout le monde comprend aujourd'hui, c'est que c'est très bien, mais à un moment donné, il va falloir rembourser ces plus de 100 milliards de prêts garantis. Et donc, il faut expliquer une courbe en V plutôt qu'en U. Et il faut aussi que le capital des entreprises françaises soit fort. Donc, ça, c'est le 4e grand thème. Donc, les vies, la liquidité, les emplois et le capital. Et sur le capital, il faut effectivement qu'on recapitalise. Et là, vous avez vu que l'État français, avant le plan de relance sur lequel il y aura des annonces le 16-17 juillet, a en fait 5 programmes verticaux. On a d'abord commencé par le tourisme, 7% du PIB français. On a ensuite été sur l'automobile, où plutôt que de simplement donner des incitations à continuer à avoir des voitures très polluantes, on a essayé de donner des incitations différenciées sur l'électrique, qui va assez bien avec l'activisme de la Convention sur le climat, qui est plein de très bonnes idées. Ensuite, on a mis l'accent sur la French Tech, où il ne fallait pas tuer dans l'œuf une résurgence forte de l'entrepreneuriat en France, avec des prêts convertibles, des prêts garantis, des subventions aussi, pures et dures. Ensuite, on a mis le plan aérospatial, où là encore, plutôt que faire juste l'aérospatial comme hier, on a fait une aérospatiale où on a l'idée de faire un aérospatial avec l'avion vert, et puis plus proche de nous, toutes les réformes, là encore, empruntant de cette convention très activiste, très challenging, si je peux dire, pour l'entrepreneur que je suis, mais qui a des bonnes idées, et pour faire en sorte que les PME, PMI embrassent cela. Donc, grâce à cela, qu'est-ce que vous avez aujourd'hui? Vous avez des gens qui ont beaucoup d'argent à la banque, plus qu'il ne faut, un bas de laine qui en fait explose, et donc maintenant il faut qu'ils reviennent à consommer. Elles peuvent consommer parce que les entreprises vont être capables de produire, puisqu'on n'a pas tué les jobs, qu'elles ont plus de capital et qu'elles ont repoussé le problème. Et on doit maintenant faire en sorte qu'on mobilise cet argent sur les bons segments. Donc, je ne veux pas vous décrire quelque chose qui est évidemment parfait, mais quand vous faites un bilan comparé de ce qui se fait ici à un autre pays où j'ai vécu et que je connais très bien, l'Angleterre,
qui a été porté comme étant le modèle de ce que devrait être la France demain, ben, je peux dire qu'on a des atouts incroyables pour redémarrer dans ce nouveau cycle où une nouvelle globalisation aura lieu, vous l'avez dit, eh bien les Français vont gagner en part de marché. On va repartir sur les exports. Chez Business France, vous vous rappelez que c'est une agence de près de 1500 salariés, dont 90% travaillent sur l'export. On a fait des webinaires, des aides, et on a un plan complet présenté par notre directeur général au conseil d'administration hier que je présidais, qui vont aller dans ce sens-là. Donc tout ça pour vous dire que le pays bosse. Ce qui était vu comme une tare est devenu une force. Il ne faut surtout pas que l'État devienne trop omniprésent et qu'on laisse aux entrepreneurs le soin de créer de la valeur qu'on pourra partager demain. Donc voilà un petit peu ce qui s'est passé de manière concrète, mais je suis heureux de prendre des questions et d'être challengé sur le sujet. C'est ce que j'allais dire, des questions, n'hésitez pas à les poser, même si ce n'est pas sur les visas. Vous levez la main comme vous l'avez fait tout à l'heure, et puis on soumettra ces questions à notre invité. Vous avez parlé tout à l'heure de cette question de l'image de la France, qui est évidemment cruciale en termes d'attractivité. Ce que beaucoup, quand une entreprise américaine vient s'installer en France, finalement, elle a deux raisons. Elle peut chercher un endroit pour produire, elle peut chercher un endroit pour s'ancrer sur le marché. La France, d'un point de vue et la croissance française est tirée depuis longtemps, sinon toujours, par la consommation, par une forte consommation qui, sans doute, le fait qu'on ait épargné là, à très court terme ces derniers mois va peut-être permettre un rebond rapide de ce point de vue-là. C'est ce que beaucoup d'économistes espèrent. Mais est-ce que l'image de la France en tant que pays producteur, innovateur, que la France aime se voir comme pays innovateur, mais c'est peu le cas quand on parle à des entrepreneurs américains, à des gens du business ici aux États-Unis. Est-ce que cette image-là aussi s'améliore d'une certaine manière? Là, encore une fois, je ne vais pas vous dire que tout est parfait, loin de là. Je passe ma journée à adresser les objections des investisseurs, mais je pense que jamais ce pays, et quand même j'ai quelques autorités sur le sujet, en 30 années, n'a été aussi prometteur, plein de promesses. Écoutez, pour aller chercher le marché européen et faire en sorte que nous soyons un tremplin unique et rare, vous avez un hexagone avec les meilleures infrastructures, une électricité peu chère, un savoir-faire et un stock d'1 million d'ingénieurs autant que l'Allemagne, une reconnaissance académique forte. Moi, j'ai vu mes ingénieurs chez Apple, avant chez Packard Bell, chez NEC et autres, partir et être aux États-Unis et souvent avoir envie de revenir. On a aussi une vraie meilleure flexibilité du travail qui a été le grand reproche qui nous a été fait. Et puis, maintenant qu'il y a eu le Covid, vous avez un taux de faillite qui sera plus faible, un taux de chômage en croissance qui sera plus faible. Et finalement, on part dans des starting blocks qui sont un petit peu mieux positionnés que jamais pour pouvoir concourir. Et je crois que sur l'innovation, ce qu'il faut, c'est ne pas faire l'erreur il y a 30 ans de pouvoir penser qu'on puisse jouer partout, mais il faut d'abord travailler sur les univers où on est très fort, au-delà du luxe, de l'agroalimentaire, où la partie doit être remise en jeu. On a évidemment l'aérospatial, l'automobile, je vous l'ai dit. Il faut maintenant faire en sorte que sur cette révolution tech, eh bien, on n'ait plus la prétention de faire les Google de demain. Ça, je pense que c'est une bêtise. Il faut qu'on tire parti de ce qu'ont été, par exemple, les Natous. Moi, je prêche pour que les GAFAMS, on les laisse faire le job, peut-être qu'on les challenge, on les contrôle, on les taxe pour arriver à une sorte de champ concurrentiel. Mais surtout, j'aimerais vous parler des Natous. Qu'est-ce que sont les Natous? Ce sont Netflix, Airbnb, Tesla, Uber. Qu'ont-ils de commun? Ils ont tous aucune IP, c'est-à-dire propriété intellectuelle, ou pas beaucoup. Ils n'ont fait que dealer avec des activités du monde ancien, le transport, les taxis, un stock d'immobilier, l'univers des voitures. Pour Tesla, donc Natous, c'était Netflix et la vidéo. Et ils ont tiré parti des plateformes des GAFAMS pour créer et rentrer dans le top 20 des boîtes Internet du monde. Alors que nous, les Européens, on a une seule, c'est SAP. Ben, prenons cet exemple, tirons parti en les régulant juste assez, mais surtout pas trop, de ces plateformes. Prenons notre intelligence collective, amenons-les dans la réforme qui est celle de bâtir une économie décarbonée avec les incitations qu'a donné le gouvernement. Et si on fait ça, on sortira dans un prochain cycle plus fort qu'on y est rentré. Donc, je crois que ce qui est sur la table, c'est réellement
tirer les leçons de 20 années où on a manqué un petit peu, même beaucoup, la révolution Internet. On a quand même de vraies forces, plutôt de considérer constamment et voir les points de difficulté et l'autoflagellation classique, travaillons sur nos forces. Je suis évidemment très californien, avec du think différent en tête, je ne voudrais pas, mais je le vois vivre au jour le jour, puisque je côtoie les entrepreneurs. Et puis, dernier point, je ne peux pas ne pas vous parler de ce qui se passe sur la révolution 4.0, ici aussi. Je crois qu'on a une industrie, on doit avoir un suramortissement, on doit épouser totalement cette réforme, et c'est ce que fait très bien notre secrétaire d'État Agnès Pannier-Runacher, pour pouvoir inciter nos PME ETI à re-rentrer dans cette guerre-là, puisque aujourd'hui l'industrie, c'est moins de 12% du PIB français. Alors on a Martine Martine, je ne sais pas si vous nous entendez, vous aviez une question, plutôt une réflexion. Vous faisiez sur le chat. Martine, vous m'appelez d'où? Mais moi, je vous appelle de Hollywood en Floride. Et en fait, je ne suis pas français, je suis de nationalité belge. Et je vois que l'administration Trump et tout ce que Trump essaie de faire depuis pas mal de temps, c'est au fond de protéger son pays. J'entends beaucoup parler de la France, mais je n'entends pas du tout le mot Europe. Alors, comment pouvons-nous nous défendre, nous, vis-à-vis de ce géant américain, si nous n'essayons pas de nous recadrer dans un cadre plus large qui est celui du cadre européen? Ceci étant dit, je vous avoue que je suis vraiment pas du tout spécialisée dans les domaines qui sont débattus. Donc, c'est une toute humble réflexion. Voilà, je vous écoute. Merci beaucoup de cette réflexion qui est très pertinente. Pascal Cagny. Très pertinente, Martine. Et je crois qu'il n'y a pas… D'abord, ça vous honore d'avoir beaucoup d'humilité sur le sujet, autant que nous. L'Europe, c'est très simple. Qu'est-ce qui s'est passé? Pour la première fois, l'Europe, dont on dit constamment qu'elle vit et qu'elle grandit avec ses crises, va décider d'emprunter sur les marchés. Jamais on a mutualisé les ressources. Pour la première fois, l'Europe va accéder, alors que le PIB de l'Italie, je fais peut-être une erreur, doit être de 7-8% d'Europe, d'allouer une partie plus importante à l'Italie qui a été marquée par cela, en comprenant que nous, Français, on va exporter en Italie, donc on a besoin d'avoir une demande solvable en Italie et que l'on va en fait mutualiser. Et c'est tout à l'honneur de la France et de l'Allemagne d'avoir initié cela avec le support de quelques autres pays, pas de tous, je vous rappelle, puisque nous avons aussi 3 ou 4 pays qui disent que cette logique de solidarité européenne à la mode. On est en train de redécouvrir un petit peu les fondamentaux de l'Europe. Moi, je suis né en Alsace, dans ce qu'on appelle les trois frontières, et j'ai vu comment on est passé de queue aux frontières à pouvoir, de queue de voiture aux voitures, de queue de voiture aux frontières, où on va pouvoir avoir la liberté de passer les frontières, d'avoir des prix identiques d'un côté à l'autre. Et donc, je suis évidemment un Européen convaincu. Donc, l'Europe a tiré et va jouer un rôle extrêmement important. Même chose sur le Green Deal, qui est un concept qu'il faut maintenant s'approprier, qui va se traduire. Donc, objectivement, cette crise, comme toutes les crises, rebattent un petit peu les cartes du jeu. Et là encore, si on joue bien, vous avez bien vu que nos commissaires Vestager, Breton, Gentiloni ont expliqué haut et fort, pas simplement avec la sanction, mais avec la possibilité de dire il va falloir adresser la vraie question de fond avec les GAFAM, une nouvelle régulation sur ce sujet-là pour qu'on crée un champ concurrentiel qui soit plus équilibré. Et si j'ai confiance en quelqu'un, c'est bien Thierry Breton, homme d'entreprise qui est passé dans la zone publique. Et c'est merveilleux de voir que lui, Vestager et Gentiloni s'approprient ce sujet-là. Donc, je pense qu'aujourd'hui, l'Europe fait le job. Tout est encore à faire, ne nous l'aurons pas. Les plans de relance sont en train d'être jugés et ils sont importants parce que ce qui est en cause, c'est qu'on va allouer les ressources. C'est-à-dire que les ressources ne sont pas infinies. On a fait un énorme effort pour protéger. Il faut maintenant qu'on puisse essayer de gagner un petit peu un leadership sur un certain nombre de secteurs. Donc, je pense qu'il y a finalement un nouveau jeu en cause et que l'Europe et la France à l'intérieur de cela est plutôt bien positionnée pour tirer parti, mais que la globalisation ne va en rien s'arrêter. C'est clair. Quand vous avez le président Macron qui va à Sanofi il y a quelques jours et qu'on parle de relocalisation, peut-être que là, on a eu un vrai réflexe de survie. Découvrir durant le Covid que vous ne pouviez plus acheter les produits comme l'ibuprofène, l'aspirine ou le paracétamol, parce qu'on les passait de ce qui était devant à derrière le comptoir
et qu'ils étaient de manière très rare. Et pourquoi? Parce que 80% de la production avait été exportée en Inde et en Chine. Il est peut-être salutaire qu'on la ramène chez nous, en partie. Et d'ailleurs, quand j'avais mes investisseurs chinois il y a encore 2 jours, je leur ai dit, mais plutôt vous que de voir ça comme une mesure de rétorsion, ben, venez créer des usines Greenfield, on vous recevra, vous allez créer des jobs chez nous, et plutôt que de produire très loin dans les provinces chinoises avec des coûts et un bilan carbone fort, amener le savoir-faire qui est le vôtre sur le territoire plus proche du client. C'est ça la globalisation nouvelle. La globalisation nouvelle, c'est celle que j'ai vécue et que j'ai conduite, où chez Apple et iPhone, mon cher Emmanuel, si vous prenez la somme cumulée de tous les composants, on était à 850 000 km parcourus par les composants qu'on cherchait en Afrique noire, en Amérique du Sud pour les matériaux, les matières premières et les composants. Peut-être que celle-là, on doit trouver un juste équilibre et mieux récupérer ça. Donc finalement, on revient à quelque chose de plus raisonnable et rationnel. Donc là encore, sans vous dire que je peux être optimiste. Pardon de vous interrompre. On vous a entendu dire cette semaine, je crois, dans une interview, que la mondialisation qui consistait à aller chercher le moins cher partout dans le monde, comme vous venez de le dire, cette mondialisation-là a été terminée. Est-ce qu'il n'y a pas un petit côté utopique d'euphorie de la Covid, entre guillemets, sur tous ces discours sur la mondialisation, quand on voit finalement qu'il y a des appels à la relocalisation et qu'on a vu des usines se mettre à faire des masques et aujourd'hui, elles ont sur les bras, dont elles ne savent pas quoi faire, tout simplement parce que le marché mondial a repris ses droits, que ça reste encore moins cher, beaucoup moins cher, et qu'on continue, on a des masques qui ont été fabriqués en France, made in France, dont on ne sait pas quoi faire, alors qu'arrivent des masques de Chine ou d'ailleurs en ce moment. Ce que je veux dire par cette anecdote, c'est qu'il y a des logiques très fortes qui sont d'abord avant tout technologiques à cette mondialisation, et que ce n'est pas 3 mois de crise Covid qui vont changer ces données-là fondamentales. C'est pour ça que je vous ai dit en préambule que je ne pensais pas que la mondialisation serait finie, mais vous parlez à quelqu'un qui a eu des usines, qui a eu de la production et qui a quand même vécu des typhons, des nouvel an chinois. Et que je peux vous assurer que très vite, on a compris, que ce soit dans mes fonctions chez Packard Bell ou chez Apple, qu'il fallait trouver un juste équilibre. Je crois, l'utopie, c'est de penser que les clients vont pouvoir payer les masques made in France beaucoup plus cher que les masques made in somewhere else. Ça, je crois que c'est la vraie utopie. Je ne sais pas ce que je dis. Je veux simplement qu'il s'agit de trouver un juste équilibre. Et là, j'en suis absolument persuadé. Parce qu'il y a quelque chose qui aura changé dans l'état d'esprit de vous et moi en tant que consommateurs avec le Covid. C'est un phénomène de cristallisation de la digitalisation. On a gagné 3, 4, 5 années, je l'ai dit et je le redis encore, sur la digitalisation. Et là, ce qu'on appelle en anglais la convenience, cette aptitude à pouvoir recevoir chez soi, non plus livré par des voitures qui ont un bilan carbone fort mais négatif et qui vous donnent des nouveaux services, ça a changé. Et ça requiert nécessairement, je ne sais pas si c'est le grand mot de la relocalisation, mais une façon différente de voir vos chaînes de valeur ajoutée. Je fais le pari avec vous que nombre des magasins qui sont pour la plupart non remplis ici, vont de plus en plus avoir des stocks tampons pour mieux servir les clients. Et que pour avoir des stocks tampons, il faut que vous ayez vos usines de production ou ce qu'on appelle le work in progress plus proche de nous. Donc, je pense encore une fois, sans être utopiste, je suis un vrai affreux businessman, qu'on peut à la fois être intelligent, mieux répondre aux besoins du client et ramener les choses chez nous. Et donc, peut-être qu'avoir 80% du paracétamol fait hors de France, peut-être que l'équilibre, c'est 50-50. Alors, penser qu'on va pouvoir recréer des unités de paracétamol from scratch, non. C'est pour ça que moi, mon job et votre job demain, c'est de convaincre les Américains et les Chinois, plutôt que d'aller dans l'Iowa et dans Wuhan, de venir faire des sites de production chez nous, transférer leur savoir-faire, utiliser la main-d'œuvre française pour le faire et mieux servir leur marché à proximité. Et ce que je veux, c'est qu'ils le fassent plutôt en France qu'en Angleterre, et plutôt en France pour servir le marché de 500 millions de clients, les 400 millions du monde arabe et l'Afrique proche. Voilà ce qui est en cause. Merci beaucoup. J'allais conclure et puis je vois que Sophie a levé la main. Alors, on va lui donner juste in extremis une dernière question ou commentaire de Sophie. Est-ce que vous nous entendez? Oui, je vous entends. Je ne sais pas si vous m'entendez. Je vous entends très bien. Vous nous appelez d'où, Sophie? Alors, je suis actuellement à Lexington, en Caroline du Sud, dans la banlieue de Columbia.
Et je suis tout à fait d'accord avec ce que vous venez de me dire, de ce que vous venez de dire, Monsieur Cani. Cependant, le temps que tout cela se mette en place, nous sommes ici avec un visa E2. Donc, nous sommes investisseurs depuis 3 ans. Et aujourd'hui se pose la question des taxes et des frais de port qui sont devenus exorbitants puisque mon mari importe de la marchandise venant d'Europe. Et les frais de transport sont énormes. Dans la situation, sans parler du futur, parce que on a besoin aussi d'une réponse aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensez de ce qui va se passer au niveau de la taxation de l'importation des produits venant d'Europe? Vous savez que c'est quelque part la question récurrente derrière de la taxe sur le numérique, taxe numérique. C'est que la première réaction de l'administration Prom qui s'est crispée, mais qui, je vous rappelle, a sans doute moins de 9 mois d'espérance de vie, ou qui amènera qu'elle reste ou qu'elle ne reste pas à une forme de changement, eh bien, c'était de dire on va taxer les fameux vins français et les importations françaises. Donc là, on est dans le grand maelstrom des échanges internationaux, et c'est pour ça qu'il faut que l'on mutualise les ressources pour revenir à la question de Martine Hureau au niveau de l'Europe, et qu'on fasse front, et qu'on leur rappelle que c'est la même chose sur ce qui s'est passé sur Airbus, et maintenant ce qu'on fait par rapport aux subventions pour Boeing de l'État, c'est en fait une sorte de réciprocité. Et donc le job, c'est très clair, c'est à la fin de la journée, on a énormément d'échanges et les deux économies sont totalement interconnectées. Il faut qu'on prenne conscience de la force de l'Europe pour un marché qui représente souvent 30-40% du chiffre d'affaires des entités américaines. Et si le débat, c'est dans la répression, bien qu'on joue avec les mêmes règles du jeu. Mais on sait que c'est un job perdant-perdant. Et comme on l'a vu sur la taxe numérique, comme on l'a vu sur les vins, on vient avec on joue sur la carte et on revient avec un point derrière. Donc, je ne sais pas donner une réponse précise à votre problème particulier, mais c'est ce pourquoi on a une diplomatie économique qui fait son job, c'est pourquoi on a une Europe qui travaille, et je suis certain, moi, qu'on va essayer de réagir ligne par ligne. Donc, donnez-nous les points sur les points de précision, utilisez Business France, où on est très présent dans plus de 6 régions, je crois, Patrick, de par les États-Unis, et on sera très heureux de vous aider sur ces sujets-là. Hein. D'accord, c'est très gentil à vous. Je vous remercie beaucoup pour votre réponse. Merci. Merci beaucoup, Sophie. Surtout, merci à tous d'avoir suivi cette émission. Merci, Pascal Cani, d'avoir consacré cette heure avec nous et d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci à nos autres invités tout à l'heure qui ont parlé des visas. On se retrouve jeudi prochain, 12h30 heure de New York, 9h30 dans le Pacifique. Et d'ici là, portez-vous bien. À très bientôt.